Oui, il était paranoïaque. Il pensait que quelqu'un allait rôder autour de sa maison et, tu sais, genre, je suppose, faire quelque chose, causer des problèmes. La tante de Mickey Steins décrit son comportement étrange dans les jours précédant la fusillade d'un juge dans son bureau. Si vous pouviez décrire en un mot comment il se comportait, que diriez-vous? Un mot, il est un peu psychotique. Le témoignage pourrait-il aider le shérif accusé de meurtre à sortir de prison? Ses avocats sont ici pour tout révéler dans une interview exclusive. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Anjanette Levy. Lorsque l'ancien shérif du comté de Letcher, Sean Mickey Steins, a sorti son arme de service et a tiré sur son ami, le juge Kevin Mullins, cela a choqué les personnes qui connaissaient les deux hommes, ainsi que la nation entière. La fusillade a été enregistrée par les caméras de surveillance dans le bureau du juge Mullins. Il n'y a pas de son, mais il y a évidemment des images vidéo. Cette affaire n'est pas un mystère à résoudre. Je vous l'ai déjà dit. La vraie question, c'est pourquoi l'a-t-il fait? Des théories ont circulé selon lesquelles Steins était sous une pression et un stress immense parce qu'il avait été déposé dans le cadre d'un procès civil intenté contre lui et son bureau du shérif par une femme nommée Sabrina Atkins, qui affirmait qu'un des adjoints de Steins l'avait aidé à sortir de prison sous surveillance GPS en échange de faveurs sexuelles. Des rumeurs affirmaient que le juge Mullins était impliqué avec des femmes échangeant des faveurs sexuelles contre un traitement de faveur au tribunal, car Fields et Atkins avaient eu des rapports dans son bureau. Fields a plaidé coupable à des accusations criminelles de viol, de sodomie et de falsification d'un dispositif de surveillance en lien avec Atkins en janvier 2024. Le juge Mullins n'a jamais été accusé d'aucun crime lié à ces allégations de son vivant. Je veux que ce soit bien clair. La santé mentale de Mickey Steins au moment de la fusillade a été remise en question, compte tenu de certaines de ses déclarations après la fusillade. Les gars, allez, sérieusement, allez maintenant, allez, je ne m'accroche à rien là. 2 caméras piétons film, tout est enregistré numériquement, Mickey. Dis-moi. Ce sera ton apparence. Voilà. Allez les gars, regardez. Ici, Nicky. On se connaît depuis longtemps, ça enregistre. Celui-là enregistre. Clayton fait tourner un enregistreur de secours. Allez, les gars. Quoi? Que vous dites? Ralentissez. Une fois que vous ne pouvez pas, nous parlons dans le couloir du tribunal. Oui, il n'y a personne ici. Nous ne voulons pas, enfin... Il y a des gens dans cette pièce. Il y a des gens dans cette pièce. Nous ne pouvons pas faire ça. Alors, quel est le problème? Je vais en prendre un autre. Je vais en mettre un à Mickey. Je vais mettre le menu sur la table, d'accord? Je ne peux pas rester ici. Allez. Nick, bonjour. Y a-t-il quelqu'un en qui tu as confiance, à part nous, avec qui tu préférerais être? Mickey, je ne sais pas si on se connaît depuis toujours. Je suis la seule chose sur laquelle je dois les laisser maintenant, les gars. Mickey peut revenir vers toi. Tu dois être déplacé à un moment donné. Je sais qu'il y a 2 caméras piétons, c'est ça. Nous ne sommes pas en sécurité. Aurais-tu un procès? Est-ce que tu nous parlerais dans la prison là-bas? Tu te sens en sécurité là-bas parce qu'il y a des caméras partout? Vous allez me déplacer après l'entretien? Je n'essaie pas de tout dicter, les gars. Je n'ai pas ce pouvoir. Mickey Steins est en prison, accusé du meurtre de son ami, le juge Mullins. Il a plaidé non coupable et prévoit de présenter une défense fondée sur la folie, tout en affirmant qu'il traversait une détresse émotionnelle extrême au moment de la fusillade. Steins était détenu sans possibilité de caution, mais ses avocats demandent désormais sa libération sous caution. Pour démontrer qu'il méritait une libération sous caution, les Bartleys ont fait témoigner la tante de Steins sur ce qui se passait avec lui la nuit précédant la fusillade. Sherry Steins a dit qu'elle connaît Mickey depuis sa naissance. D'accord. Vous connaissez Sean Mickey Steins? Oui. Comment appelez-vous ça? Je l'appelle Bobby. Bobby. Oui, biologiquement, c'est mon neveu, mais ma mère et mon père l'ont élevé. Eh bien, c'était ma prochaine question. Quel est votre lien avec lui? Vous êtes Satan, c'est bien ça? Oui. Très bien. Maintenant, à quel point êtes-vous proche de Mickey aujourd'hui? Très proche. Et ça a toujours été aussi proche? Oui. D'accord. Tu as combien d'années de plus que moi? J'ai 62 ans, il va avoir 45 ans.
Sherry Steins et Mickey Bobby sont très proches. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, la veille du jour où il a tiré sur le juge Mullins, il s'est présenté chez elle. Tante Sherry a dit qu'il agissait vraiment bizarrement. Je souhaite vous interroger sur le 18 septembre 2024. Vous rappelez-vous les événements de cette journée? Oui, c'est ce jour-là qu'il est resté chez moi toute la nuit. Vous avez dit qu'il a passé la nuit avec vous ce jour-là, donc vous avez vu Mickey ce jour-là. Oui, et qu'est-ce qui ne va pas? N'avez-vous vu Mickey à aucun autre moment de la journée? C'était tard dans la journée quand il est passé à la maison. Il ne faisait pas nuit, mais tu sais, c'était plus tard dans la journée. D'accord. Et quand il est arrivé chez toi, savais-tu qu'il allait passer la nuit avec toi? Oui, il l'a dit. Mickey passait-il souvent la nuit avec toi? Non. Jusqu'où allait-il rester quand j'étais avec toi cette nuit-là? Je crois qu'il voulait juste laisser sa femme et sa fille se reposer car il était épuisé et ne dormait plus. Vous avez dit qu'il laissait sa femme et sa fille se reposer. Pourquoi ne pouvait-elle pas se reposer? Parce qu'il ne pouvait pas dormir et il faisait les 100 pas. Et je suppose qu'il les agaçait, vous voyez. D'accord. Maintenant, avez-vous parlé de cela avec sa femme ou sa fille? Non, pas cette nuit-là. Il était à la maison, donc je ne l'ai pas fait. J'ai essayé de ne pas m'en mêler. Quand il est venu chez vous, vous avez-il appelé avant pour dire qu'il arrivait? Je ne me souviens plus s'il a appelé pour dire qu'il venait, mais il savait qu'il pouvait venir quand il voulait. C'est comme sa seconde maison. D'accord, donc il a dit qu'il est passé plus tard dans la soirée. Oui. Quand il est passé, a-t-il apporté quelque chose? Il a apporté un sac et dedans, il avait ses petites préparations au thon et il s'est avéré qu'il y avait aussi des gommes à la mélatonine et un peu de Benadryl en vente libre. Et est-ce qu'il a expliqué pourquoi il avait du Benadryl ou des gommes à la mélatonine? Eh bien, il ne dormait pas et c'était comme s'il n'avait pas dormi depuis 7 jours et 7 nuits. Et il était allé chez le médecin et il lui avait dit de prendre du Benadryl et de la mélatonine pour l'aider à se reposer. Je suppose que c'était ce jour-là ou la veille. C'était très proche. Il y était allé très peu de temps avant. Oui, Tu n'es pas sûr pour aujourd'hui? oui. D'accord. Le médecin lui a conseillé de prendre de la mélatonine et du Benadryl pour essayer de dormir un peu, c'est bien ça? Inventa libre. D'accord. Quand il est arrivé chez toi, qu'avez-vous fait d'abord? Et on s'est juste assis, on a regardé la télé. Je suis allé préparer un petit dîner pour nous. On a mangé. Il n'a pas beaucoup mangé. Sherry, la tante de Mickey Steins, a affirmé qu'il ne faisait aucun doute que quelque chose n'allait pas avec son neveu Bobby. Il était vraiment agité. Il marchait d'une porte à l'autre. Et il se faisait de plus en plus tard et je prends de l'oxygène la nuit. Le soir, je m'assois dans mon fauteuil avec mon oxygène. Je lui ai donc offert un lit dans ma chambre d'amis. Je lui ai dit d'aller se coucher. Maintenant, il y va, il s'allonge quelques minutes, et puis avant que je m'en rende compte, il est déjà de retour dans le salon avec moi et il porte un oreiller. Et je lui ai dit, « Bobby, tu n'arrives pas à dormir? » Et non, non, je n'y arrive pas. Et il prenait de la mélatonine et du Benadryl. Il s'assoit et prend le téléphone en main. Il observait les caméras de sécurité autour de sa maison. Il vérifie les caméras de sécurité chez lui. Autour de sa maison, ouais. Chez lui. Oui. Tu as dit de revenir à la mélatonine et le Benadryl. Donc il en prend les deux. Il les prend en même temps? Tu sais de quel type de Benadryl ou de mélatonine il s'agissait? Combien de milligrammes? Quelque chose comme ça? Je ne sais pas, mais je les ai encore à la maison dans son sac. D'accord. Donc à peu près combien, si tu devais deviner ou si tu sais, ne devine pas. Si tu sais combien de mélatonine et combien de Benadryl Mickey a-t-il pris cette nuit-là? Je dirais environ 3 à 4 Benadryl et à peu près autant de gomme de mélatonine. Et est-ce que ça a eu un quelconque effet sur lui? Non, Et donc, est-ce qu'il a dormi? non. Il a dit qu'il était sur son téléphone à regarder les caméras de sécurité et qu'il surveillait la zone autour de sa maison. Oui. Avait-il des inquiétudes concernant ce qui se passait autour de sa maison? Oui, il était paranoïaque. Il pensait que quelqu'un allait rôder autour de sa maison et, vous savez, genre, je suppose, faire quelque chose, causer des problèmes. De quoi s'inquiétait-il exactement concernant la présence de quelqu'un chez lui? Il était inquiet à propos de Lila et Caroline, qu'elles se moquent d'elle. Il s'inquiète pour sa femme et sa fille. Ouais. Est-ce qu'il a dit quelque chose du tout?
Avez-vous eu la moindre indication de la raison pour laquelle il s'inquiétait pour sa femme et sa fille? Non, mais je savais qu'il était sous beaucoup de pression, beaucoup de stress. A-t-il mentionné qu'il avait reçu des menaces spécifiques? Rien de précis, mais vous savez, on pouvait voir à sa façon d'agir que c'était grave. Grave. Il était horrifié, il était terrifié. La tante de Steins, Sherry, a dit que le comportement étrange de son neveu a continué toute la nuit. D'accord, donc vous avez dit que vous êtes resté éveillé toute la nuit avec lui? Oui, D'accord. Et à un moment donné, est-ce qu'il est allé... non, mais il a essayé de m'attraper. La fille, j'écris. Ma mère a adopté un enfant. À ce moment-là, elle était chez le médecin avec un mal de tête, s'est évanouie, a passé une IRM, puis était au lit. Eh bien, Mickey a essayé à un moment donné de m'emmener jusque chez lui, juste pour faire le tour de la maison et s'assurer que tout allait bien, et il voulait que je la laisse dans le lit. Tout le monde sait que Mickey n'aurait jamais proposé que tu partes. Une lycéenne en première, seule dans son lit alors qu'il fait nuit dehors, pour aller vérifier autour de la maison de quelqu'un. Il voulait que tu l'accompagnes pour vérifier sa maison, son domicile. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui lui avait donné envie d'y aller? Il y avait un homme qui marchait dans la ruelle derrière sa maison et on pouvait voir ses jambes. Et il marchait simplement dans la ruelle, mais c'était suffisant pour lui faire peur. Qu'est-ce qu'il pensait qu'il allait se passer? Est-ce qu'il savait? C'est mon avis, et je pense qu'il croyait qu'ils allaient tourner près de chez lui. Et faire quoi? Je ne sais pas. Il a dit qu'il s'inquiétait pour Caroline et Lila. Et qu'en était-il de Caroline et Lila? A-t-il mentionné quelque chose de précis à leur sujet, ce dont il avait peur? Il craignait simplement qu'on lui fasse du mal. Tante Sherry a dit que son neveu ne se comportait pas comme le Mickey Stein qu'elle connaissait. Connaissez-vous son comportement habituel? Oui, Comment est Mickey habituellement? c'est un blagueur. Il aime mentir, jouer. Il aide beaucoup les gens. C'est un bon gars. Hyperactif. Il agit sans qu'on le supplie ou le lui demande. Il voit que tu as besoin d'aide et t'aide spontanément. Son comportement cette nuit-là était-il cohérent avec son comportement habituel? Ensuite, le lendemain, le jour où Mickey Stein a tiré sur le juge Mullins, Sherry Stein a dit qu'elle avait reçu un appel FaceTime de Mickey juste avant la fusillade. Et est-ce à peu près à ce moment-là que vous vous souvenez qu'il vous a appelé en FaceTime? Lors de cet appel FaceTime. Qu'est-ce que Mickey? Eh bien, comme je l'ai dit, ma mère et mon père l'ont élevé. Donc, il avait un surnom pour ma mère. Il l'appelait Mommy Bones. Maman Bones? Maman Bones. D'accord. Il m'a appelé et a dit « Chérie ?» J'ai répondu « Quoi ?» Il a demandé à parler à Bones. C'est comme ça qu'il appelait maman. Tu l'as laissé parler à Bob? Elle était morte depuis 2 ans et demi. Et j'ai dit « Quoi ?» Et il a dit « Laisse-moi parler à l'homme. » J'ai dit « Bobby, où es-tu? Tu es au bureau. » Il a dit « Pourquoi on ne te rappelle pas? J'ai une mauvaise connexion. » J'ai dit « D'accord, rappelle-moi. » Il a répondu « Bob, je reviens. » C'était la dernière fois que je lui ai parlé. C'est la dernière fois que tu lui as parlé, que tu lui parleras. La dernière personne à qui j'ai parlé, c'était lui. As-tu pensé que cet appel te visait? Oui. Eh bien, Il a demandé 2 fois où était ma mère. Il était avec moi quand j'ai dû aller chercher ma mère au cabinet dentaire Bell. Donc, il savait qu'elle était partie. C'était lui et moi ensemble. J'ai dû le débrancher. Donc, il savait qu'elle était partie. encore une fois, est-ce que Mickey a déjà agi comme ça dans le passé? Non. Avez-vous découvert ce qui s'est passé au tribunal cette nuit-là? Quand l'avez-vous su? Il m'a fallu environ une demi-heure pour en être sûr. Quelle a été votre réaction en apprenant cette nouvelle? Mes jambes ont flanché, ma bouche est restée ouverte et j'ai pleuré toutes mes larmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu imaginer que Mickey ferait un jour? Jamais, au grand jamais. Est-ce que j'aurais jamais pensé que Mickey ferait même feu avec son arme? Encore moins faire quelque chose comme ça. La famille de Steins l'accueillera s'il est libéré sous caution.
Les procureurs du Kentucky s'opposent à la libération sous caution de Mickey Steins et ont remis en cause les actions de Sherry Steins le jour de la fusillade du juge Mullins. Le lendemain matin, lorsque vous avez reçu cet appel téléphonique, vous n'avez appelé personne. Et vous n'avez appelé personne au bureau du shérif, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas dit « Hé, il y a quelque chose qui ne va pas avec Mickey. Est-ce qu'il va bien ?» Non. Et vous n'avez pas non plus appelé sa femme ce jour-là, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas dit « Mickey n'agit pas normalement. » Vous avez parlé des os. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Mickey ne l'a pas toléré. N'est-ce pas? Non. Quand il a appelé et demandé à parler à ma mère, Oui, madame. c'était juste avant que ça arrive. Je n'ai donc pas eu le temps d'appeler qui que ce soit. Je crois que vous avez dit que vous aviez 30 minutes avant de réaliser ce qui s'était passé. Vous voyez, dans cette fenêtre de 30 minutes avant de réaliser ce qui s'était passé, vous n'avez appelé personne. N'est-ce pas? C'est déjà arrivé. D'accord, mais vous ne le saviez pas. Non. D'accord, donc vous n'avez jamais appelé personne avant ce moment où vous avez trouvé « Non, ça va ». Vous avez parlé en termes très élogieux de Monsieur Steins, mais d'après ce que je comprends, il s'inquiète pour sa femme et sa fille. Il les a laissés seuls à la maison, c'est bien ça? Votre nom, c'est bien ce que vous dites? Il n'est pas resté dans l'allée. Ils sont fâchés car il se promène et les empêche de dormir. Il n'a pas arrêté la voiture dans l'allée, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il a fait ça ou pas. Vous les laissez entrer chez vous, n'est-ce pas? Oui, il est venu chez moi, mais j'ignore ce qu'il a fait avant. D'accord. À quelle heure est-il arrivé chez vous? Je ne sais pas exactement. Je ne pensais pas que c'était important, donc je n'y ai pas prêté attention. Pour parler un peu plus de ce témoignage, je voudrais inviter l'équipe de défense de Mickey Steins, Jérémy et Carrie Bartley du cabinet Bartley Law. Merci beaucoup. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question à tous les deux. Et Carrie, je sais que c'est toi qui t'es occupée du témoignage de tante Sherry. Comment pensez-vous que cela va être perçu par la juge Coran? Pensez-vous que le témoignage de tante Sherry va peut-être montrer que Mickey suit un traitement, qu'il reçoit des médicaments en prison et qu'il pourra bien se comporter s'il est libéré sous caution? Vous savez, nous espérons que la juge verra les choses comme nous et qu'elle aura examiné les éléments de preuve et fixera une caution raisonnable. On ne peut jamais deviner ce qu'une juge va décider. Mais je pense vraiment que le témoignage de la tante de Mickey Sherry nous a vraiment montré. Et pour soutenir la charge de la preuve du ministère public, il faut apporter la preuve que ce n'est pas une infraction libérable sous caution, s'ils ne veulent pas qu'il soit libéré sous caution. Je pense que nous avons surmonté cela grâce au témoignage de tante Sherry, simplement en voyant que Mickey agissait dans un certain état mental altéré. Et à ce stade, nous ne savons pas exactement à quoi cela ressemble, mais nous savons d'après le témoignage de tante Sherry qu'il était paranoïaque. Il avait des délires, il passait des nuits blanches. Il avait peur pour sa famille. Et vous savez, dans son témoignage, elle ne savait pas exactement ce qui se passait, mais elle a dit que Mickey avait vu un médecin pour ses problèmes plus tôt dans la journée. Et c'est quelque chose avec lequel il luttait depuis un moment. Donc, nous espérons que le juge verra les choses sous cet angle et conclura que Mickey a effectivement droit à une libération sous caution, que ce n'est pas un crime capital et qu'il fixera une caution raisonnable pour lui. Vous savez, Jérémy, je sais que lorsque nous avons parlé dans le passé, vous aviez confirmé qu'à l'époque où il a tiré, Mickey, le juge Mullins, ce qui n'est pas remis en question ici, craignait que sa femme et sa fille aient été enlevées. Pouvez-vous nous donner plus d'informations pour le moment sur la raison pour laquelle il se sentait ainsi? Eh bien, je pense que l'une des premières choses que je veux établir une distinction très claire. Donc, quand je dis que ce n'est pas une enquête policière classique, je pense qu'en réalité, c'est un abus de langage d'une certaine manière. Parce que nous savons que le corps de Mickey Steins, sous forme physique, apparaissait clairement sur une vidéo et tirait clairement avec une arme. La question n'est pas le corps. La question ici, c'est l'esprit. Et nous pensons que, sur la base de beaucoup de preuves différentes sur lesquelles nous ne commenterons pas directement aujourd'hui, nous ne commenterons que ce que vous avez vu, comme cela a été illustré par le témoignage de tante Sherry, puisque cela fait partie du dossier public. Mais la question n'est pas « était-ce le corps de Mickey Steins ?» La question est de savoir ce qui se passait dans l'esprit de Mickey Stein.
Et je pense que c'est la question à laquelle il faudra finalement répondre dans cette affaire. Nous n'avons jamais caché que nous croyions que M. Stein pensait que sa femme et sa fille étaient en danger. Si vous regardez les images de la caméra corporelle que, je crois, j'ai vues dans vos reportages, ainsi que sur de nombreux autres médias, je ne vois pas comment vous ne pourriez pas voir cette véritable peur dans ses yeux et dans ses gestes. Et il y a des vidéos avant la fusillade qui donnent un contexte et montrent cette même peur que Tante Chérie a décrite. Et donc, Um, alors nous savons que le corps de Mickey Steins est sur la vidéo et nous savons que la fusillade a eu lieu de la main de Mickey Steins. Nous ne pensons pas que l'esprit et l'âme de Mickey Steins um, ont commis ce crime. Et encore une fois, c'est son esprit que nous essayons de déterminer, s'il en est responsable ou non. Et nous pensons que le témoignage de Tante Chérie n'est qu'un petit aperçu des preuves accablantes qui démontreront que Mickey n'agissait pas, était incapable de comprendre et d'apprécier la nature de ses actes ou de contrôler et de conformer ses actions, ce qui sera la norme discutée lors du procès. En ce qui concerne toutes les décisions en attente devant le tribunal, vous savez, um, nous ne voulons pas commenter ce qui pourrait arriver avec le juge, ni spéculer sur ce qui pourrait être décidé. Et quelle que soit la décision, nous la respecterons certainement et resterons fermes dans notre défense. Je veux revenir à ce dont parlait Tante Chérie. Je veux dire, elle a dit que Mickey était allé chez le médecin. Évidemment, il savait que quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas dormi depuis une semaine. On lui a donné de la mélatonine et du Benadryl. Carrie, est-ce que vous avez pu découvrir quelque chose? Je veux dire, est-ce qu'il a été mal diagnostiqué? Je veux dire, on lui a dit, tu ne peux pas dormir, prends de la mélatonine et du Benadryl. Mais est-ce qu'il se passait quelque chose d'autre, tu sais? Est-ce qu'il y avait une sorte d'épisode psychique ou quelque chose comme ça? Nous avons lu dans d'autres documents qu'il y avait effectivement, selon certains membres du personnel de la prison qui l'ont évalué et d'autres personnes, qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose de très grave au niveau mental chez lui à ce moment-là. Nous croyons absolument qu'il se passait quelque chose avec Mickey pendant les jours et les semaines qui ont précédé cet incident. Il est allé chez le médecin pour que ses problèmes d'insomnie et d'autres soucis soient pris en charge. Il semble qu'il ait été accompagné par certains membres de son équipe lorsqu'il est allé chez le médecin et ils sont même entrés dans la salle d'examen avec lui. Donc, je pense qu'en tant que responsable public et avec la stigmatisation qui entoure la santé mentale, pourtant, surtout dans des régions comme l'Est du Kentucky, je pense que ce serait difficile pour n'importe qui, en particulier un responsable public, de être potentiellement complètement transparente sur tout ce qui se passait avec lui à ce moment-là. Donc, avec l'insomnie, il semble que le médecin ait recommandé qu'il prenne de la mélatonine et du Benadryl et qu'il essaie de dormir un peu. Mais ce que nous savons grâce au témoignage de Tante Chérie, c'est que ces problèmes existaient bien avant qu'il ne prenne la mélatonine et le Benadryl ce soir-là. Et en fait, il semble que la mélatonine et le Benadryl, elle a témoigné qu'il en avait pris plusieurs de chaque au cours de la soirée et que cela n'avait eu aucun effet sur ce qui se passait avec Mickey. Il était toujours incapable de dormir. Tellement étrange. Je pense que c'est vraiment important, cependant. C'est un aspect vraiment important dont on ne parle pas. La stigmatisation autour de la santé mentale et la réticence, surtout chez les hommes, à chercher un traitement pour la santé mentale. Et c'est quelque chose qui est encore plus aigu. Karen et moi avons grandi dans l'Est du Kentucky et savons que la stigmatisation des problèmes de santé mentale est réelle. Et nous comprenons que la défense pour raison de santé mentale et la défense pour folie sont des notions que le grand public commence tout juste à comprendre. Mais c'est très réel. Et cette affaire ne parle pas seulement de um, comment les médecins, les forces de l'ordre
Et les gens en général ont du mal non seulement à identifier les problèmes chez eux-mêmes, mais aussi chez les autres et ceux qui les entourent. Parce que vous pouvez voir, et nous verrons à travers les témoins, que tout le monde est d'accord. Si vous regardez la plainte civile déposée dans l'affaire de décès injustifié, la succession de Mullins elle-même allait que tout le monde savait en gros qu'il se passait quelque chose, mais que personne n'a rien fait alors qu'ils ont fait quelque chose. Que pouvez-vous faire d'autre à part demander qu'il aille voir un médecin? Maintenant, je suis d'accord. Un diagnostic a-t-il été manqué la veille de la fusillade? Oui. Je crois aussi que je ne cherche pas à excuser ou à justifier quoi que ce soit pour le médecin qui l'a vu. Mais c'est difficile lors d'un entretien de 15 minutes de déterminer cela, surtout quand il y a d'autres personnes dans la pièce et que vous êtes un agent public, comme l'a dit Kerry, pour avoir une vision complète. Mais je pense que tous ceux qui ont été en contact avec Mickey au moins 7 jours avant, peut-être un peu plus longtemps, sont d'accord pour dire qu'il était en crise de santé mentale. Mais vous savez, ce n'est que depuis 10 ans que nous avons commencé à prendre au sérieux la santé mentale et son impact. Et c'est un biais auquel nous devrons faire face tout au long de ce procès, peu importe où il aura lieu. Nous en sommes au tout premier stade de la compréhension de l'intersection entre la santé mentale, la loi et la responsabilité. Cependant, je dirais que nous pensons que c'est potentiellement l'historique préalable le mieux documenté entre les vidéos et le domaine médical. Des responsables officiels qui ont vu M. Stans, nous pensons que c'est l'un des cas de maladie mentale les mieux documentés en action. Et nous pensons encore une fois que ce sera la question centrale de ce procès. Et oui, et je vais juste ajouter ceci. Je crois que, vous savez, il est important de comprendre que le témoignage de Tante Chérie n'est qu'une pièce du puzzle. Ce n'est qu'une seule partie qui fait actuellement partie du dossier public. Mais oui, je pense qu'il est important de noter que, vous savez, lorsque cette affaire ira au procès, il y aura de nombreux témoins qui pourront en témoigner. Dans les jours et les semaines précédant cet incident, vous savez, ils ont vu Mickey Steins et ils ont constaté l'état mental dans lequel il se trouvait et ils étaient inquiets de son état. Et nous pensons que cette affaire concerne une peur très réelle que Mickey Steins a ressentie. Et ce qui se passe dans son esprit est au centre de notre attention dans cette affaire. Et nous avons hâte de présenter ces preuves et de présenter la défense de M. Steins, quel que soit le lieu et le moment où se tiendra ce procès. Vous avez parlé de peur perçue, donc était-ce une peur réelle, une peur qui existait vraiment? Eh bien, je pense que vous avez 3 options. Ce qui m'importe, c'est ce que M. Steins croyait à ce moment-là. Si vous considérez l'état de trouble émotionnel extrême, la seule perspective pertinente, c'est ce que M. Steins croyait. C'est pareil pour la défense d'irresponsabilité pour trouble mental, je crois que c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passait dans l'esprit de Mickey Steins? Je crois qu'il y a 3 interprétations possibles de cette affaire. Je pense que d'un côté, on pourrait croire que c'est uniquement dans l'esprit de M. Steins qu'il n'y avait aucune menace extérieure. C'est une des interprétations possibles de ce qui se passe ici. D'un autre côté, à l'autre extrémité du spectre, on pourrait aussi se dire non, il comprenait parfaitement et percevait de véritables menaces objectives, et ces menaces existaient réellement et étaient présentes. Ce que je pense être probablement le plus proche de la vérité se situe quelque part entre les deux. Y avait-il des raisons de croire qu'il y avait des menaces contre Mickey et sa famille? Probablement. Pensons-nous que sa maladie mentale a eu un impact sur sa capacité à gérer ces menaces? Certainement. Mais même si notre attention se porte encore une fois sur ce que M. Steins croyait, vous savez,
Il y a parfois une intersection entre la réalité objective et la réalité subjective. Et je crois que c'était Mel Gibson dans le film Complot, où vous savez, le concept a été exploré. On peut être paranoïaque et il peut aussi y avoir quelqu'un qui vous poursuit. Et je pense que c'est exactement ce que nous voyons ici. Mais encore une fois, notre attention ne porte pas tant sur ce qui se passe à l'extérieur de l'esprit de M. Stein à ce moment-là, mais sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est là-dessus que nous nous concentrons. Comment va Mickey en ce moment? Tante Sherry a dit qu'il avait mauvaise mine, mais elle a dit qu'elle était en contact avec lui. Alors, comment va-t-il vraiment? Mickey est passé du statut de fonctionnaire célébré à celui d'homme à qui on a tout enlevé. Et il en subit certainement les conséquences. Sa santé n'est pas parfaite. Son état mental, je pense, a souffert tout simplement du fait de passer de tout avoir à ne plus rien avoir. Et donc, ce que vous voyez, je crois, c'est ce que Tante Chérie a dit. Il a mauvaise mine. C'est un homme brisé en ce moment. Eh bien, Jérémy et Kerry Bartley, je vous remercie d'être venus et d'avoir parlé avec nous. Je sais que cela fait un moment. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais maintenant me tourner vers Dave Ehrenberg. Il est l'ancien procureur du comté de Palm Beach et il est maintenant avocat de la défense pénale. Il a changé de camp. Alors, Dave, je voudrais savoir ce que tu penses du témoignage de Tante Sherry concernant le comportement de Mickey Steins la veille de la fusillade sur Kevin Mullins. En gros, elle dit qu'il était complètement perdu. Il était paranoïaque. Elle l'a décrit comme ayant un comportement psychotique et tout ça. Oui, Anne-Jeannette, le témoignage de la tante est utilisé ici par la défense pour établir une base factuelle afin d'obtenir une instruction sur l'aliénation mentale devant le jury. Donc, pour essayer de faire acquitter quelqu'un pour cause d'aliénation mentale, il faut démontrer qu'il souffre d'une condition médicale reconnue et qu'il ne savait pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est très difficile à prouver, surtout quand le shérif est allé dans les chambres secrètes comme les chambres privées cachées à l'écart du public pour exécuter le juge. Cela montre la préméditation. Cela montre qu'il savait que ce qu'il faisait était un crime. S'il avait vraiment été totalement fou et ne connaissait pas la différence entre le bien et le mal, il l'aurait abattu en public et ne l'aurait pas conduit à l'arrière où il n'y aurait pas de témoins. Donc, je pense qu'il sera très difficile de prouver la folie. Je ne pense pas qu'il obtiendra ce genre de verdict où il serait déclaré non coupable pour cause de folie, mais il pourrait obtenir un verdict moins sévère, une condamnation moindre pour homicide involontaire en raison d'une détresse émotionnelle extrême. Je pense que c'est l'option la plus réaliste. Ils l'ont présenté et vont essayer de l'obtenir. Je veux dire, c'est en quelque sorte une défense à deux volets qui pourrait être utilisée ici. La défense pour folie, associée à une détresse émotionnelle extrême parce que les Bartley, qui représentent Mickey Steins, ont déclaré qu'ils croyaient que sa femme et sa fille, au moment où il a fait cela, avaient été enlevées. Et c'est ce qu'il craignait quand il a appuyé sur la gâchette. Je veux dire, ce point n'est pas contesté ici. Ce n'est pas contesté, ni une enquête sur l'auteur. Donc tout est sur vidéo, mais il croyait que sa femme et sa fille avaient été enlevées. Et puis, il y a ce comportement étrange. Tu sais, Tante Chérie dit, je veux dire, il regarde les caméras toute la nuit, l'empêchant de dormir. Tu sais, elle essaye de dormir avec son oxygène, et lui, il agit n'importe comment et il l'appelle en FaceTime, juste avant que ça arrive, en demandant à parler à, tu sais, Mommy Bones, qui est morte depuis 2 ans et demi. Je veux dire, tout ça, c'est vraiment comme... Enfin, il se passait quelque chose avec lui. Ça ressemble à une maladie mentale. Je ne comprends pas pourquoi un médecin lui conseille des gommes à la mélatonine et du Benadryl, alors qu'il s'agit clairement de quelque chose de mental. Ça ressemble à une maladie mentale. Ce médecin agit dans les deux sens, Anne-Jeannette. Ça l'aide à établir une détresse émotionnelle extrême ou même la folie en montrant qu'il est allé voir un médecin juste avant ça pour obtenir de l'aide pour son état mental. Ça l'aide quand sa tante dit qu'il n'avait pas dormi depuis 1 semaine. Ça l'aide quand elle dit qu'il était extrêmement paranoïaque. Il surveillait de façon obsessionnelle les caméras de sécurité de sa maison toute la nuit. Il ne dormait pas.
Il faisait les 100 pas et il était complètement instable. Mais là où cela aide l'accusation, c'est que le médecin qui l'a vu l'a renvoyé chez lui, lui a juste donné des bonbons gélifiés, un peu de Benadryl et l'a renvoyé chez lui. Si le médecin l'avait vraiment cru malade mental, il l'aurait sans doute pris plus au sérieux que de lui conseiller de prendre des bonbons gélifiés et de rentrer chez lui. Et peut-être que le médecin non plus n'était pas équipé pour poser le diagnostic. Est-ce une possibilité? Ouais, je veux dire, tu es le seul moyen dans une région qui n'a pas accès aux soins de santé comme beaucoup d'autres endroits. On peut considérer cela comme un véritable désert médical. Donc, ils ont de la chance d'avoir des professionnels de santé dans ces zones rurales, mais je ne suis pas sûr du niveau de connaissance de certains d'entre eux qui ne sont peut-être pas équipés pour identifier les maladies mentales. Et ce n'est pas pour critiquer, mais vous savez, ce sont vraiment des évaluations individualisées et cela demande de l'expertise. Et si vous n'avez pas l'habitude de gérer cette spécialité, alors oui, vous pourriez simplement dire « Prenez des gummies et rappelez-moi demain matin ». Ils ont fait témoigner Tante Chérie pour obtenir une libération sous caution. Donc, vous savez, Mickey n'est pas éligible à la libération sous caution pour l'instant, mais ils ont fait venir Tante Chérie pour dire en gros « Regardez, il a mauvaise mine en ce moment, mais maintenant il se comporte mieux. » Il n'agit plus comme il le faisait à l'époque où cela s'est produit. Il a un endroit où loger, il peut rester chez moi, il peut rester chez Lila et sa mère, la femme de Mickey. Je veux dire, personne ne va le rejeter. Il l'aime. À ton avis, quelles sont les chances qu'ils remettent Mickey en liberté sous caution et qu'ils disent « D'accord, conditions strictes, bracelet GPS ». Il doit rester chez lui avec sa famille. Il n'avait aucun casier judiciaire avant. C'était un shérif apprécié. Tu penses qu'ils vont peut-être fixer une caution élevée pour Mickey et le laisser rentrer chez lui avec des restrictions? Il pourrait, mais plus il parle de maladie mentale et de son comportement erratique, moins il est probable qu'il obtienne une libération sous caution. Et la raison, c'est que ça joue contre lui, tu vois, un côté s'oppose à l'autre. Tu peux aider à préparer le terrain pour une défense fondée sur l'irresponsabilité pour troubles mentaux, une défense fondée sur un état de détresse émotionnelle extrême. Mais plus tu fais ça, plus tu dis au juge que, ouais, il est fou. Et cela voudrait dire que s'il est instable, imprévisible et souffre de troubles mentaux, alors il représente une menace pour la communauté et il ne devrait pas être libéré sous caution. Et le fait qu'il va rester chez sa tante qui, la nuit, porte un appareil autour de la bouche pour l'oxygène, ce n'est pas comme si elle allait l'empêcher de partir. S'il est instable, imprévisible et souffre de troubles mentaux, c'est aussi quelqu'un qui connaît bien la communauté et qui connaît très bien les armes à feu. Je pense que les procureurs ont un argument légitime pour dire qu'il représente un danger pour la communauté. Donc, c'est intéressant. En gros, ils s'y travaillent dur d'un côté pour dire qu'il est instable, imprévisible et fou. Cela se retourne contre eux quand ils disent aussi « remettez-le en liberté ». Ce sera intéressant de voir ce que le juge décidera concernant cette question de remise en liberté sous caution. Merci beaucoup, Dave Ehrenberg. Merci de m'avoir invité, Annette. Le Commonwealth a demandé un changement de lieu de procès, auquel la défense s'oppose. Nous vous tiendrons informés. La décision sur la libération sous caution de Mickey Steins n'est pas encore prise. C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Anne-Jeanette Levy. Merci de votre présence et à la prochaine fois.